Bonjour, bienvenue au salon de l'AFTE. Nous recevons aujourd'hui Gabriel de Montessu. Bonjour. Bonjour. Directeur général de iPay, vous proposez des solutions de paiement pour les entreprises de commerce en ligne. Alors, le système de paiement se développe très rapidement en ligne avec de nombreuses startups qui sont créées. Mais vous disiez il y a quelques instants lors de la table ronde que 25 à 30% des transactions sur les plateformes de paiement de e-commerce ne vont pas à leur terme. Comment est-ce que vous expliquez ce chiffre ? Oui, effectivement, c'est un chiffre qui est très méconnu aujourd'hui de la part même des marchands eux-mêmes qui ont une difficulté à traquer en fait, cette data et donc ce taux. Finalement, ce phénomène s'explique par de multiples raisons, mais aujourd'hui, quand on dit qu'il y a 25% de taux d'échec, vous avez à peu près une dizaine, une quinzaine de codes erreurs en fait, qui reviennent de la part des acquéreurs qui sont assez classiques. Le premier, c'est tout simplement l'insuffisance de fonds. Puisque vous avez beaucoup de gens qui essaient de faire une transaction et qui malheureusement ont soit dépassé leur plafond, soit sont à découvert et donc la transaction est refusée. Après, vous avez toute une problématique qui est une problématique plutôt technique et liée en fait aux acquéreurs et aux émetteurs en fait des méthodes de paiement type Visa, Mastercard, qui en fonction en fait de leur historique, de leur marché, de leur compliance, de leur sécurité, vont être plus ou moins familiers avec des transactions. C'est-à-dire que certains acquéreurs vont être plutôt à l'aise ou pas avec telle typologie de verticale, donc un retailer par exemple, une méthode de paiement utilisée, le montant du panier moyen, la localisation, l'horaire de la transaction et ainsi de suite. Et toutes ces différences, tous ces critères techniques font que certains acquéreurs acceptent ou refusent une transaction. Et donc effectivement aujourd'hui on a beaucoup de codes d'erreur qui remontent et donc ça fait à peu près 25-30% d'échecs, sachant que bien évidemment après il y a des solutions pour optimiser tout ça. Comment justement fait-on pour limiter ce taux d'échec des transactions ? Alors, il y a deux Ça choses. représente des montants Ouais, tout à fait. gigantesques, on peut l'imaginer. Donc, finalement, il va y avoir deux aspects dans l'optimisation de ce taux d'échec. Il y a l'aspect technique. Pour reprendre ce que je disais juste avant, ça va être de notre fait et notre obligation en fait, de trouver le moyen de pouvoir passer d'une route technique à une autre pour s'assurer que si une transaction ne passe pas sur une route pour des raisons de technicité, elle puisse potentiellement passer sur une autre route. Et rien qu'en faisant ça, en changeant d'acquéreur de façon instantanée au moment de la transaction, on se rend compte qu'on peut optimiser de façon assez importante ce taux de succès. Après, quand on parle en fait, d'insuffisance de fonds, là pour le coup, il n'y a rien à faire sur la problématique en fait, du code qui est de dire les fonds ne sont pas suffisants. En revanche, on doit être en capacité aujourd'hui, non pas de mettre finalement un message d'erreur sur la transaction vis-à-vis de l'utilisateur final, mais de lui proposer finalement d'autres options. De mettre une autre méthode de paiement, de faire du 3 fois sans frais, de payer par chèque et ainsi de suite. Et donc en fait c'est toute cette logique de finalement ce qu'on appelle la récupération de panier qui vont nous permettre vis-à-vis du marchand d'optimiser cet taux de succès et de lui permettre finalement d'augmenter les ventes sur son site internet. La flexibilité en quelque sorte du système Oui, de exactement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que ce taux soit une fatalité. Il y a des moyens techniques qui nous permettent d'optimiser ce taux-là. Et finalement, les codes d'erreur sur lesquels on ne peut pas jouer, on va trouver d'autres façons de faire pour contourner la difficulté et finalement que la transaction effectivement aboutisse. Alors, autre enjeu majeur de votre secteur d'activité, la lutte contre la fraude, qui est l'un des enjeux essentiels du paiement en ligne, du paiement digital aujourd'hui. Un chiffre, en 2013, les opérations à distance ont été réalisées par carte à 11%, mais ont concentré 60% de la fraude. Comment aujourd'hui vous luttez contre cela avec les entreprises partenaires ? Alors déjà, je pense que finalement, au fur et à mesure des mois et des années, ce taux a tendance à baisser, notamment parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'outils à disposition aujourd'hui qui nous permettent de lutter de façon beaucoup plus efficace sur la fraude qu'avant, ne serait-ce que sur des standards qui hier étaient très, étaient des freins à la conversion comme le 3DS. Aujourd'hui, donc le fameux SMS que vous recevez avec un code, aujourd'hui est rentré dans les mœurs et donc les gens ont l'habitude de l'utiliser et c'est très clairement en fait un levier pour lutter contre la fraude. Après, si je parle des outils de iPay, la façon dont on a procédé en fait sur la fraude, c'est de déconstruire l'outil de fraude. Aujourd'hui, quand on regarde l'essentiel des outils qui sont présents sur le marché, c'est une espèce de black box où finalement l'ensemble des algorithmes et des règles de fraude s'appliquent à tous les acteurs, quelle que soit leur taille, quel que soit leur business, quelle que soit leur localisation.
Or, quand on vend en fait des billets d'avion, une partie de jeu ou une paire de chaussures sur Internet, on se rend compte que les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. C'est un système donc à la carte de protection. Donc finalement, c'est un système ouvert où finalement chaque marchand va pouvoir régler lui-même l'ensemble des règles de fraude en fonction de la typologie de son business. Et on va même plus loin depuis un certain temps, depuis 6 mois, on a lancé ce qu'on appelle le custom data, où au-delà en fait de pouvoir finalement fine-tuner, régler lui-même l'ensemble des règles de fraude finalement assez usitées sur le marché, on va permettre au marchand de créer ses propres règles de fraude qu'il a lui-même identifiées de par l'expérience qu'il a de son business et de ses clients. Quel exemple peut-on prendre pour illustrer justement ce profil de risque que le commerçant peut se fixer ? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples et les critères sont de plus en plus grands. Je pense que ce qui est important de noter, c'est que dans les usages et dans les technologies, avant on était sur des critères qui étaient assez fixes, qui étaient de dire voilà, une adresse IP, un montant, une carte, une localisation et ainsi de suite. Aujourd'hui, on va être sur des choses qui sont beaucoup plus adaptables, qui sont typiquement en fait, le parcours en amont de l'utilisateur, c'est-à-dire qualifier son parcours de frauduleux ou pas en amont, mais même, j'allais dire, aujourd'hui, la réflexion se fait même en aval, c'est-à-dire finalement post-transaction, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire sur le web ? Est-ce qu'il va partir en fait dans ce qu'on appelle le dark web et donc finalement il y a une suspicion de fraude nettement plus importante quand vous avez ce comportement-là que si vous allez sur un autre site ou si vous éteignez votre ordinateur et ainsi de suite. Et donc voilà, donc aujourd'hui il y a une façon d'analyser, de traquer qui n'est pas juste sur des critères fixes qui datent finalement d'il y a 10 ans, qui sont toujours valables, mais qui sont plus suffisants, que ce soit la localisation de la transaction, l'heure de la transaction et ainsi de suite. Nous terminerons là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, avec le développement massif du mobile et des systèmes de paiement par mobile, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes sur une révolution mobile des paiements ? Est-ce que le mobile a supplanté ou va supplanter les autres types de paiements ? Alors, avant de parler du paiement, je pense que la première révolution mobile, puisque le paiement finalement est au cœur en fait, de la problématique de l'e-commerçant, je pense qu'il faut parler de révolution de l'usage. Ce qui est sûr, c'est que le mobile disrupte complètement l'usage de l'utilisateur final vis-à-vis du marchand, et ça c'est très clair. Aujourd'hui, on a un certain nombre de marchands qui ont déjà 60% de leur audience qui viennent à travers le mobile. Après, pour les paiements, oui, ça va devenir disruptif, ça l'est déjà. Il y a encore un certain nombre de problématiques en termes de sécurité et en termes de capacité à convaincre l'utilisateur final de payer, soit parce que l'usage, l'expérience utilisateur n'est pas la bonne, parce qu'on a encore beaucoup de marchands qui aujourd'hui en fait, ont des scripts de paiement qui ne sont pas responsive design, qui n'ont pas de SDK paiement, donc finalement des softs qui sont déjà en natif dans l'application du marchand et ainsi de suite. Et puis après il y a la problématique de la fraude, où effectivement les usages ou en tout cas les critères de lutte contre la fraude sur le web ne sont pas les mêmes que sur le mobile. Et donc là il y a tout un tas de réflexions en termes de développement et de déploiement pour optimiser ça, pour inciter les gens ou en tout cas faciliter le paiement mobile dans une infrastructure e-commerçante. Gabriel de Montessu, merci. Je vous en prie. Et merci à vous de nous avoir suivis sur la GFI TV.